Voilà. Donc, oui. Donc l'alignement de séquences multiples. Et vous vous souvenez qu'en tout début du cours de bioinfo sur les alignements, je vous avais parlé des différents types de mutations qui pouvaient subvenir entre une séquence, on va dire, ancestrale, entre guillemets, séquence mère, là aussi entre guillemets, et les séquences filles. Il peut y avoir des insertions, des délétions, Oui. voilà. Et donc, des mutations, des changements de base. Eh bien, ces modifications, ces mutations, elles laissent des traces dans l'histoire des espèces. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, la cellule ancestrale, là, vous avez sous les yeux ici les trois couleurs différentes, là, en bleu, en rouge et en marron, les trois grands clades primordiaux. Les clades, ce sont des groupes d'espèces ou de groupes d'espèces, des groupes de groupes de groupes de groupes d'espèces, qui ont tous un ancêtre commun. Alors, on peut dire qu'on est tous issus de la même ou des mêmes cellules primordiales qui sont apparues il y a 4 milliards d'années au fond des océans, dans les rift océaniques. Et puis, eh bien, il y a trois grandes familles qui sont apparues, on va dire trois grands empires, bactéries, archées et eucaryotes. Voilà. Donc ça, c'est trois exemples de clades, et vous avez au sein de chacun de ces empires, eh bien, des sous-empires. Alors voilà, je n'ai pas tous les termes en tête, moi je ne suis pas spécialiste de sciences de la vie, mais voilà. Donc ça, ce travail-là, il a été fait par les spécialistes de l'évolution depuis les travaux, déjà les travaux de Lamarck, et ensuite ceux de Darwin, qui publie en 1859 L'origine des espèces. Hein. Donc, l'histoire des espèces peut être représentée sous la forme d'un arbre phylogénétique, hein, comme on parle d'arbre généalogique pour les familles. Hein. Et donc, les espèces qu'on connaît actuellement, les espèces, elles sont toutes situées aux extrémités des branches, des branchettes de cet arbre. D'accord? Donc ça, vous imaginez à la périphérie, eh bien, des petites branches. Chaque petite branche possède une feuille qui est une espèce. Cette espèce va évoluer en d'autres espèces au fur et à mesure que le temps évolue. Pourquoi? Parce que l'environnement change. Hein, là, on en est témoin avec le réchauffement climatique, qui est un, un changement d'une énorme brutalité pour la biosphère. Oui, excuse-moi, Marine, tu continues de… Oh. J'avais désactivé le micro. Non, je répondais juste à Ouais, ouais, Manasri. ouais. Bon, on peut reprendre tout à l'heure. Hein. On va… Oui. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les espèces d'aujourd'hui et nous, dans le monde du vivant actuel, on est sur une infime petite branchette qui se trouve ici, là, à la surface des animaux. Voilà, Animalia, c'est le grand groupe des animaux, le clade des animaux. Et parmi ces animaux, ben, vous avez les poissons, les batraciens, tout ce qui est tétrapode à quatre pattes, et puis au final les grands singes et les humains, voilà, qui ne sont pas plus au-dessus que les autres, hein, qui sont tout le monde dans la même biosphère. D'accord. Alors, ça nous invite à discuter un peu de la taxonomie qui est liée à l'évolution. Donc, si on est tous les êtres vivants, si on vient tous des mêmes ancêtres communs, eh bien, on peut aussi… alors, merci de couper vos micros si vous avez voilà, un peu de bruit de fond ou des gens derrière vous. Les, les familles comme ça, on a pu établir des entités, on va dire, des entités conceptuelles, donc des concepts, des groupes de familles qui n'ont des valeurs que de conceptuelles basées sur des bases de morphologie. Donc, vous avez un exemple ici, c'est ce qu'on appelle des taxons. Donc là, vous avez différents types de taxons. Ces taxons sont les sous-groupes qui constituent la taxonomie, c'est-à-dire le nom, le lignage, la filiation d'une espèce. Alors, vous voyez ici, par exemple, pour le chien et le loup, on a vu la semaine dernière, 2 semaines, que Canis lupus et Canis familiaris finalement avaient le même fond génétique. On peut dire que c'est même de la même espèce, sauf que voilà, le loup, c'est l'espèce sauvage, et Canis familiaris, c'est des races qui ont été sélectionnées par les humains.
Donc, Canis familiaris, c'est un produit de la sélection artificielle du loup. Et les autres espèces que vous voyez ici, Felis, Ursus, donc les chats, la famille des chats ou des félins plutôt, et des ours, eh bien, toutes ces familles-là font partie d'autres groupes, d'autres taxons, qui sont tous des animaux. Et voilà. Et toutes ces espèces actuelles, donc l'ours, le chien, le loup, le chat, je faisais la margarita là, eh bien, ce sont des espèces qui sont le produit de la sélection naturelle. Hein, on peut faire un petit lien entre sélection naturelle, qui donne tous les animaux de la biosphère, tous les êtres vivants de la biosphère, et la sélection artificielle qui conduit à certaines races, comme les chiens, par exemple. Hein. Enfin, une espèce, le chien, et des sous-espèces qui sont des races, le labrador, le teckel, ce que vous voulez. Mais de toute façon, tous les chiens sont reproductibles avec le loup. Hein, c'est la même espèce. Voilà. Donc, un exemple là de lignage et de taxon. Les animaux sont un règne, puis l'embranchement des chordés, puis la classe des mammifères, puis l'ordre des carnivores, puis les familles des félins, des canidés et des ursidés, puis enfin le genre Felis canis ursus, et puis enfin l'espèce comme Canis lupus, le loup. Voilà. Donc en fait, l'espèce, c'est le taxon de base de la systématique, c'est ce qu'on observe. On observe des espèces. Vous vous souvenez de la définition d'une espèce? Ce sont un groupe d'animaux qui sont reproductibles entre eux et pas avec d'autres espèces. C'est la plus grande unité de population au sein duquel le flux génétique est possible, puisque les êtres vivants ne peuvent se reproduire qu'au sein de leur espèce. Eh bien, les flux génétiques, en tout cas pour ce qui est des eucaryotes, des animaux, on va dire, pour faire simple, et des plantes, se fait au sein de la même espèce. Mais vous savez que chez les bactéries, par exemple, ou chez les levures, vous avez des flux horizontaux d'ADN, hein, par exemple. Donc via des phages, via des phénomènes de transformation et ainsi de suite. Donc ces transferts de gènes, voilà, l'image peuvent se faire aussi en horizontal. Ça veut dire aussi que finalement, l'arbre de l'évolution, l'arbre phylogénétique, il ressemblerait plutôt quand même à un corail plutôt qu'à un arbre, c'est-à-dire avec des branches qui fusionnent par moment. Hein. Ok, donc voilà pour la petite histoire. Un exemple de taxonomie ici, bien Homo sapiens. Regardez Homo sapiens, on peut suivre le lignage suivant. C'est un organisme cellulaire, eucaryote, qui fait partie, donc c'est l'empire, du règne des métazoaires, du phylum des vertébrés, de la classe des mammifères, et ainsi de suite, jusqu'à l'espèce Homo sapiens. Et on sait qu'on connaît d'autres sapiens, en tout cas par leurs traces génétiques, dans des dents. On a pu étudier l'ADN, par exemple, de Homo sapiens neanderthalensis, qui est un sapiens, ok, et l'Homo sapiens denisova, qui a vécu en Sibérie, en Asie centrale. Voilà. Et donc ces espèces, par hybridation, ont donné les hommes d'aujourd'hui. Voilà. Avec finalement l'espèce qui est la plus proche, enfin l'espèce, les humains, le groupe d'humains le plus proche de l'Homo sapiens d'origine, ce sont les Africains. Puis vous avez eu des hybridations avec les Néandertaux en Europe et puis avec les Denisova en Asie. Voilà, pour donner, c'est pas des clades, hein, les Homo sapiens, c'est qu'une seule et même espèce, mais avec des fonds génétiques un peu différents. Voilà, liés à des hybridations avec d'autres espèces de grands hominidés. Alors, les algorithmes peuvent mesurer la parenté évolutive entre séquences. Donc voilà, nous, on sait maintenant qu'au sein d'une même espèce, on a des variations génétiques, mais que les ADN les ADN et toutes les séquences, puisque ça code aussi pour les protéines, et bien toutes les molécules informatives, finalement, ADN, protéines, portent dans leur séquence des séquences propres à l'espèce, mais que ces séquences sont proches dans les espèces voisines, et plus on s'éloigne dans l'arbre de l'évolution, plus les branches sont éloignées à la surface de l'arbre, et plus les différences entre séquences sont importantes. D'accord? Et donc ça se mesure avec des algorithmes d'alignement de séquences, un peu à la manière de BLAST, d'accord? Avec des scores, avec des pertinences d'alignement, ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails mathématiques qui m'échappent complètement, mais j'arrive à comprendre que plus deux espèces sont proches et plus les séquences aussi sont proches. Et là, quel que soit l'ADN considéré. On peut considérer de l'ADN non codant, de l'ADN codant. En général, on travaille avec de l'ADN mitochondrial.
de l'ARN qu'on va retrouver dans toutes les espèces, chez les bactéries et les eucaryotes. Bon, chez les eucaryotes, il y a des mitochondries et pas chez les prokaryotes, mais vous savez que les séquences des mitochondries, on va les retrouver aussi assez apparentées chez certaines bactéries. D'accord, donc voilà. En considérant l'ARN 16S ou 18S l'ARN 16S mitochondrial, on est capable comme ça de comparer les séquences des espèces et puis d'établir leur phylogénie, c'est-à-dire leur histoire, leur histoire évolutive. Voilà, leur histoire évolutive, et de les classer dans certains clades. Alors, des travaux ont été faits là-dessus depuis 25 à 30 ans, et puis en général, on a pu confirmer les travaux de la paléontologie avec les travaux de la paléogénétique. Mais en général, la paléogénétique est très puissante, c'est-à-dire que l'outil, les algorithmes comme ClustalW que je vais vous présenter là tout de suite, eh bien, sont des algorithmes tellement puissants qu'ils arrivent vraiment, eux, à faire la distinction entre les différentes espèces et à établir des parentés. Voilà. Qui en général recouvrent celles qu'ont fait les sciences, les naturalistes depuis 2 siècles, mais pas toujours. Voilà, on a des fois des surprises assez étonnantes. Alors, donc, tout ça pour dire qu'au sein d'une même espèce, les séquences codantes sont identiques, mais divergent de plus en plus à mesure que les séquences considérées appartiennent à des clades éloignés, voilà, et que certains alignements logiciels, comme par exemple Clustal Omega, excusez-moi, Clustal Omega, est un algorithme, est un logiciel basé sur un algorithme qui permet de mesurer des similitudes entre séquences multiples et donc d'établir des liens d'arbres phylogénétiques. Voilà. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire un exercice d'application. Je vais vous le montrer, on va le faire ensemble. Enfin, je vais vous faire la démonstration plutôt, et vous pourrez le refaire ensemble chez vous suite à la vidéo que je vais mettre en ligne. Et puis, vous aurez le document en PDF, évidemment. Et on aura aussi attendez-moi. On aura aussi un exercice à vous faire pour la semaine prochaine. Alors, il est possible qu'on soit coupé avant 40 minutes. Là, je crois que j'ai plus les droits sur 1 heure maintenant, que le confinement est terminé. Bon, voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. Voilà, on va commencer. Donc, l'exercice que je vous montre là, c'est de comparer la séquence de la myoglobine, donc de la protéine myoglobine de 7 espèces. Celle de l'homme, Homo sapiens, l'iguane, iguana iguana, Gallus gallus le poulet, Pongo abei l'orang-outan, le poisson zèbre, le rat et le cheval. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment on peut obtenir ces séquences, chose que vous savez déjà, en allant sur le site NCBI. Alors, partage d'écran, la myoglobine là. D'abord, attendez. Voilà. Vous devez avoir normalement sous les yeux le site du NCBI que vous comprenez bien, que vous connaissez bien. Donc, on va tout simplement faire la requête Homo sapiens myoglobine ou myoglobine Homo, peut-être dans l'autre sens. Moi, je vois que le document Word. Ah zut, alors attends. Reprendre le partage. Vous l'avez là? Que le document Word, toujours. Ah zut. Nouveau partage. Tac, tac, tac. Là, c'est bon? Non. Toujours le document Word. Qu'est-ce qu'il me fait là? Nouveau partage. Voilà. C'est bon là? Ah oui, là c'est bon. Ah, ok. Bon, désolé. Alors, Homo sapiens myoglobine. Je peux demander la protéine, mais juste une chose avant. Ah oui, juste je vais vous montrer comment on obtient la taxonomie des organismes. Puisque on vient de parler de taxonomie, vous vous souvenez, si vous voulez obtenir la taxonomie d'un organisme, vous pouvez l'avoir sur la fiche GenBank, mais vous pouvez aussi l'avoir directement ici en faisant taxonomie, la Homo sapiens taxonomie, requête.
Et voilà, voilà la taxonomie de l'espèce Homo sapiens, si vous les avez pour toutes les espèces. C'est ce qu'ils appellent le lignage, et vous affiche ici les autres sous-espèces d'humains, le Néandertal, Denisova et d'autres types. Voilà. Alors juste ça, c'était une petite parenthèse. On va revenir sur la page d'accueil du NCBI. Donc Homo sapiens myoglobine. La requête dans protéines. Protéines, hop, et j'envoie la requête. Voilà, voilà ce qui est proposé. Myoglobine 154 acides aminés, la protéine, hop, vous pouvez voir directement la fiche GenBank où elle est, ou la séquence FASTA. La séquence FASTA, je demande la protéine, donc la FASTA, je clique dessus. Voilà, et voilà, j'ai la séquence FASTA d'Homo sapiens. Je fais un copier-coller et je peux l'exploiter tel quel. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait moi pour les 7 séquences. C'est assez facile, hein, c'est assez simple. Donc, je l'ai fait pour les 7 séquences. Je vais revenir sur le TD parce que je les ai toutes rassemblées. Ça va être plus simple. Nouveau partage. Voilà. Est-ce que vous avez à nouveau le TD sous les yeux? Oui, là, c'est bon. Ok, merci. Alors, on va juste reprendre, voilà ce que j'expliquais sur le myoglobine. Alors, ensuite, vous ouvrez un logiciel qui s'appelle Clustal Omega, vous allez directement sur le site et vous faites un copier-coller de vos 7 séquences, telles quelles. Vous voyez, là, j'ai repris. Alors, regardez, c'est important. De ma séquence d'Homo sapiens, qui était assez longue, enfin, le nom de la séquence était longue, l'intitulé de la séquence, je n'ai retenu que le nom de l'espèce. Parce que si vous gardez le nom de la protéine, le nom de l'acide aminé, tout ça, c'est assez long ensuite à caser dans les arbres phylogénétiques, vous allez voir. Donc, je fais un copier-coller de mes 7 espèces avec mes séquences correspondantes et je vais les copier-coller dans la fenêtre requête de Clustal Omega. Je vais sur Clustal Omega, nouveau partage. Vous l'avez sous les yeux ou pas? Non, on a toujours le document Toujours ouvert. pas, nouveau partage. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, ça marche pas du premier coup. Là, vous devez l'avoir normalement. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors voilà, vous voyez Clustal Omega, un site un peu plus austère que NCBI, voilà, c'est fait par des Européens, et puis qui sont des gens très sérieux. Et puis vous avez ensuite, en fait c'est assez professionnel. Enfin tous ces logiciels sont très professionnels évidemment, c'est pour les scientifiques. Voilà, donc il y a beaucoup de rigueur. On parle de protéines, oui. On a ici nos 7 séquences. Nous, on ne va pas rentrer dans les paramétrages de l'algorithme. On va soumettre tout de suite. Vous pouvez m'avoir une info par mail de votre travail. Alors, on soumet. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça charge. Voilà, voilà la réponse. Alors voilà, l'alignement il a été fait là, de mes 7 protéines. On parle bien de protéines. Je vais demander des couleurs. Voilà. Et eh bien, ce que vous avez sous les yeux ici en couleur, eh bien, c'est l'alignement des 7 séquences protéiques. Elles font toutes 154 acides aminés, sauf la, myoglobine de Dario Reno, le poisson, qui en fait 147. Donc 154 pour les autres, 147 pour Dario Reno. Vous notez ici 3 types de symboles à la verticale des alignements d'acides aminés. Quand vous avez une étoile, comme ça, vous voyez ici, eh bien, c'est que l'acide aminé correspondant a été conservé au cours de l'évolution. D'accord? Quand vous avez 2 points, eh bien, ce sont des acides aminés. Il y en a un ou deux qui peuvent varier. Vous voyez ici, là, en position, je ne sais pas, là, c'est la position 60, 59, 58, 57, en position 56, eh bien, vous avez de la méthionine et puis hop, de la leucine ici. Une variation. Ici, vous avez, c'est quoi K déjà Je ne me souviens plus, mais vous avez voilà, je ne sais pas bon dans mes acides aminés. Bref, je suis nul en acide aminé par les lettres. Enfin bref, vous voyez qu'il y a, pour un seul acide aminé, là, à une position donnée, eh bien, vous avez une petite variation, mais d'acides aminés qui ont les mêmes propriétés. Je réviserai mes acides aminés.
je vous promets, cet été. Alors ensuite, ici, quand vous n'avez qu'un seul point, ça signifie que justement, vous avez des acides aminés qui peuvent être relativement conservés, mais avec des propriétés parfois complètement différentes. En tout cas, c'est des indicateurs pour le scientifique. Il va dire, ah ben tiens, là, ça, c'est aminés ont peut-être un intérêt particulier, parce qu'ils sont très conservés. Vous voyez ici, cette séquence-là, elle est extrêmement conservée chez tous les animaux considérés ici dans la requête, sauf peut-être ici, vous avez SH qui parfois est modifié par un TH, et là aussi, vous avez NT qui a remplacé un QS. Bon, bref. Grosso modo, on a pas mal d'informations avec l'alignement, mais on peut aussi aller bien plus loin, c'est tout l'intérêt, en demandant un arbre phylogénétique. Voilà l'arbre phylogénétique qui arrive. Le voilà. Donc lui, eh bien, il vous affiche quoi? En regroupant petit à petit de plus en plus proches les espèces. Donc, Homo sapiens et Pongo ABI, donc l'homme et l'orang-outan sont les plus proches au niveau des séquences, avec très très peu, les scores sont identiques, donc on peut considérer qu'on a les mêmes gènes entre nous et l'orang-outan pour la myoglobine. Après tout, ça fait que quelques, je crois, 2 ou 3 millions d'années qu'il y a eu la séparation s'est faite entre les homininés et les restes des hominidés, qui sont vraiment, au niveau biochimique en tout cas, quasi identiques aux humains, puis les chevaux, les rats, le poulet, l'iguane, et enfin le poisson. Voilà. Alors tout ça pour voir que en fait, eh bien, ça correspond à ce qui avait été quand même établi sur les bases des ressemblances morphologiques. Je vais partager à nouveau le document. Paulette, s'il te plaît. Je fais attention que je ne marche pas dessus. Voilà, alors je reviens sur le document nouveau partage du TNE, partager l'écran. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux là? Le texte? L'énoncé là? Ouais, on a le document Word. Voilà, document Word. Merci Marine. Alors en fait, voilà, bon, alors tout ce que je viens de vous dire, là, je vais l'expliquer sous forme d'un document que vous aurez en PDF. Et puis ici, ben voilà, l'arbre phylogénétique tel qu'il avait été établi sur la base des critères morphologiques. On voit bien que les grands singes et les humains, enfin les humains sont des grands singes, ce qu'on appelle des homininés. Ce sont des mammifères puisqu'ils possèdent un placenta et que les femelles allaitent. Et puis, vous avez aussi, ils font partie du groupe des amniotes, du taxon des amniotes, qui possèdent un amnios. L'amnios, c'est le liquide l'organe qui va différencier en placenta chez les mammifères. Chez les amniotiques, vous avez des oiseaux. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est reptiles. Voilà. Et puis, des tétrapodes, qui est le taxon supérieur. Alors, vous voyez, par exemple, que le poisson d'Ario-Reno, lui, fait partie des sarcopérygiens. Ce n'est pas un tétrapode. Il n'a pas 4 membres. Sa myoglobine est vraiment différente des myoglobines des autres tétrapodes, dans lequel on ne note pas de grande différence, en tout cas pas de différence au sein des grands singes, hommes et Dario-Reno, et Pongo ABI, l'orang-outan. Et puis vous voyez aussi une petite particularité, les oiseaux et les iguanes, normalement, devraient être bien séparés des autres, mais devraient faire partie du même clade. Alors, ce n'est pas évident sur la myoglobine, parce que vous voyez très bien qu'ils sont tous les deux descendants, ce sont des amniotes, les oiseaux étant les derniers dinosaures. Si on avait l'ADN de dinosaures disponible, eh bien, on y retrouverait beaucoup des caractéristiques des oiseaux actuels. Et les iguanes, qui sont des reptiles, ne sont pas très éloignés finalement, génétiquement en tout cas, des oiseaux, malgré leurs grandes différences évidemment morphologiques et physiologiques. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors c'est assez passionnant quand même de mettre de voir de manière pratique l'évolution. L'évolution on dit que c'est une théorie, c'est pas une théorie, c'est un fait. Enfin, c'est une théorie, mais il n'y a rien de plus grand que la théorie, c'est-à-dire que elle permet d'expliquer, elle permet d'expliquer le vivant aujourd'hui, on ne peut pas raisonner sans avoir compris l'évolution. Donc là, voilà, en tout cas en bioinformatique, il y a des outils assez simples, vous avez vu, en tout cas dans leur utilisation, pour mettre à l'épreuve
puis comprendre le rapprochement entre certaines espèces. Voilà. Voilà, je termine l'enregistrement et puis j'espère qu'on va pouvoir encore quelques temps à discuter là, mais ce n'est pas sûr parce que les 40 minutes approchent. Donc j'arrête l'enregistrement. Non, mais c'est